Arkhip Quingy, ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, pas comme celui des impressionnistes, et pourtant, cet artiste a littéralement bouleversé son époque. Il a déconcerté, stupéfié ses contemporains. Son secret? Eh bien, une maîtrise de la lumière tellement incroyable qu'on a cru à de la magie. Allez, on se transporte un instant dans le Saint-Pétersbourg de 1880. Imaginez la scène, un seul tableau, exposé pendant à peine 2 semaines et qui provoque une véritable hystérie collective. Ilya Repin, un autre grand peintre de l'époque, a décrit l'ambiance comme ça. C'est fou, non? Une réaction presque religieuse devant une simple toile. C'est la question au cœur de notre sujet aujourd'hui. Quel était le secret derrière cet effet envoûtant, presque surnaturel des œuvres d'Arkhip Quingy? Est-ce que c'était un don, venu d'ailleurs, ou le résultat d'une technique absolument révolutionnaire? Bon, pour comprendre, il faut commencer par son œuvre la plus célèbre. C'est elle et l'exposition complètement folle qui l'entourait qui a vraiment lancé le mystère Quingy. Alors imaginez un peu le truc. En plein hiver, à Saint-Pétersbourg, 13 000 personnes font la queue pour voir une seule et unique peinture. Quingy avait tout mis en scène. C'était du grand spectacle. La pièce était plongée dans le noir total, avec juste un seul faisceau de lumière électrique qui venait frapper la toile. L'effet était si puissant que ça déclenchait une vague de rumeurs et d'admiration sans borne. Bon, la question qu'on se pose tous. Comment a-t-il fait ça? Il est temps de mettre de côté les mythes et les légendes pour découvrir les vraies méthodes derrière l'art de Quingy. Face à un tableau qui semblait briller de sa propre lumière, les gens n'arrivaient tout simplement pas à y croire. Alors forcément, les explications les plus folles ont commencé à circuler. On parlait de peinture magique, de secrets d'alchimistes, bref, de tout sauf de talent pur. Mais en réalité, la magie de Quingy n'avait rien de surnaturel. C'était un mélange génial de connaissances scientifiques pointues, d'une vision artistique unique et surtout d'une audace folle pour repousser les limites de la peinture de son temps. Alors, sans secret, le voilà. D'abord, Quingy était un pro de l'optique. Il savait que la lumière se reflète sur le clair et est absorbée par le sombre. Simple, mais il l'a poussé à l'extrême. Deuxièmement, il utilisait la technique de l'empattement. Il mettait des couches de peinture si épaisses pour la lune qu'elle sortait carrément de la toile. Troisièmement, l'éclairage dans le noir venait booster ce contraste. Et enfin, le coup de génie absolu, il a gratté la peinture de l'eau avec un pinceau sec. Ça crée des milliers de petites facettes qui faisaient littéralement scintiller l'eau. Ce n'était pas de la magie, non, c'était de la science au service de l'art. Mais attention, cette obsession pour la lumière, ce n'était pas juste une affaire de technique. Pour Quingy, c'était bien plus profond que ça. C'était une quête quasi spirituelle. Il faut savoir que Quingy était très croyant. Pour lui, le divin était partout dans la nature. Et la lumière, c'était sa manifestation la plus pure, la plus puissante. Le soleil en particulier le fascinait. Il y voyait une force divine, capable de créer comme de détruire. On ressent vraiment cette fascination dans ces couchers de soleil. La lumière, là, elle est physique, elle est brute, presque agressive. C'est la force de la nature dans toute sa splendeur, mais aussi son danger. C'est une sorte de prière visuelle à la puissance du soleil. Mais sa quête est allée encore plus loin. Après presque 20 ans de travail sur un seul tableau, il a fini le Christ au jardin de Gethsémani. Et là, on change complètement de registre. La lumière n'est plus physique, elle est métaphysique. Elle ne vient pas de la lune ou d'une lampe, non. Elle émane directement du corps du Christ. Une tentative incroyable de peindre le divin lui-même. Toute cette recherche d'une lumière qui dépasse le réel, ça a forcément élargi sa vision. Quingy n'était plus seulement un peintre de paysage, il est devenu en quelque sorte un peintre de l'univers. Et tout dans sa vie le montre. Il choisissait de vivre tout en haut des immeubles pour être plus près du ciel. Ses toiles s'ouvrent sur des espaces infinis. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il a bossé sur les plans d'une machine volante. Il ne voulait pas juste regarder le cosmos, il voulait y aller. Son biographe a trouvé la formule parfaite en l'appelant le chantre du cosmos. On comprend donc que Quingy était bien plus qu'un maître de la lumière. C'était un vrai visionnaire, un artiste qui a senti venir les grands mouvements du siècle suivant, bien avant tout le monde. Regardez un peu ça. Dès 1876, avec l'étoi, il utilise un cadrage super moderne, presque photographique, qui casse tous les codes. 3 ans plus tard, son bois de boulot a un côté très décoratif, avec des couleurs vives en aplat qui annoncent déjà l'art nouveau. En gros, il explorait des territoires que le reste du monde de l'art n'allait découvrir que des années, voire des décennies plus tard. Cette citation est incroyable. Le critique Alexandre Benoît le compare carrément à Édouard Manet, le père de l'impressionnisme. C'est dire à quel point son influence a été cruciale pour ouvrir la voie à une nouvelle façon de peindre en Russie.
Finalement, si ses contemporains ont surtout vu en lui un magicien, aujourd'hui on peut enfin voir le maître moderne. Un artiste dont l'œuvre, qui a longtemps été un peu cachée par sa propre légende, est enfin reconnue pour ce qu'elle est, complexe, innovante et profondément spirituelle. On l'appelait un artiste du futur. Du coup, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Qu'est-ce qu'une vision aussi radicalement en avance sur son époque peut nous apprendre sur la nôtre? Et qu'est-ce que ça nous dit sur les limites de notre propre perception aujourd'hui?